Bienvenue dans For Good, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui construisent une économie juste et soutenable. Salut Thomas. Salut Alix. Au sommaire de cette émission, la mixité femmes-hommes est souvent présentée comme une question d'équité, mais il s'agit aussi d'un enjeu économique alors que les entreprises peinent à recruter, que les crises se multiplient et que les besoins de transformation s'accélèrent. Peut-on encore se permettre de se priver d'une partie des talents ? Les lois se sont multipliées, les indicateurs progressent et pourtant les écarts de salaire persistent, les femmes restent minoritaires dans les lieux de pouvoir et la dynamique semble même ralentir. Dans cette émission, on ne se demandera pas si la mixité est souhaitable, on se demandera plutôt pourquoi avance-t-elle encore si lentement. Pour en parler, For Good accueille Marie-Éloi, membre de la gouvernance collégiale de World with Women, un mouvement international pour accélérer la mixité, présidente de Femmes des Territoires, le plus grand réseau français d'accompagnement des entrepreneuses. Marie porte des initiatives de terrain pour développer l'entrepreneuriat féminin et accélérer la place des femmes dans l'économie. Avec nous également deux membres de World with Women, Chérifa Benyoub-Linossier, chef d'entreprise, présidente d'Océanique Influence et Stratégie. Chérifa porte la voix des territoires ultramarins du monde économique et s'est notamment engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis enfin, David Camara est sur ce plateau, initiateur de Men with Women, une ramification du mouvement World with Women, dédié à l'engagement des hommes, chargé d'investissement dans la finance inclusive et à impact. Il intervient aussi en entreprise sur les enjeux d'égalité femmes-hommes, de père aidance et de charges invisibles. Dans le pour ou contre, nos invités réagiront à cette affirmation: pour atteindre l'égalité femmes-hommes en entreprise, il faut davantage de contraintes. Et enfin, dans le pari d'avenir, comme toujours, chacun partagera une initiative qui lui donne confiance pour accélérer le mouvement. Et Thomas, on commence avec ton édito et tu nous dis que la mixité progresse certes, mais le pouvoir reste encore largement masculin. Oui, alors le constat, c'est que la mixité, elle est souvent bloquée en haut des organisations. La mixité progresse, elle cale là où elle semble néanmoins être la plus essentielle de fait. Quelques chiffres, les femmes représentent aujourd'hui 48% de la population active en France. Ça, c'est l'INSEE qui nous le dit en 2024. Si je prends l'exemple des COMEX du CAC 40, seulement 27,9% des membres sont des femmes. On voit bien qu'il y a un décalage et ce n'est qu'un exemple parmi d'innombrables autres exemples. Marie pourra mieux en parler que moi. En clair, l'égalité d'accès commence à exister. Elle progresse, donc elle commence à exister. L'égalité de pouvoir, sans doute moins. On parle, et je crois que c'est Marie notamment qui parle d'une illusion de progression dans les parcours et les trajectoires des femmes. On a donc ouvert la porte des lieux de réflexion aux femmes, sans doute pas encore la porte des lieux de décision. Et alors, comment expliquer justement que ça bloque précisément au moment où on arrive à des postes à responsabilité ? Alors, souvent, c'est principalement parce que les règles du jeu sont biaisées, et puis aussi beaucoup d'implicites, des réseaux informels très masculins, de la cooptation, et puis aussi des idées reçues, je pense, sur le leadership dont nous avons hérité, qui fait que l'on voit peut-être moins des femmes prendre la tête d'organisation. Une moindre exposition aussi des femmes aux opportunités qui sont les plus visibles. Résultat, à compétence égale, une femme aujourd'hui a 30% de chance en moins d'être promue manager. Ça, c'est une étude de McKinsey de 2023 qui nous le dit. Pourtant, les femmes ne manquent certainement pas d'ambition, elles manquent sans doute d'accès au bon réseau et parfois aussi d'une société qui les libère dans leur envie de prendre des initiatives. On y reviendra dans l'émission et je l'ai vécu chez Norcis. Le problème, c'est donc pas tant le plafond de verre que finalement les marches à gravir et les intermédiaires pour arriver à ce plafond. Et alors, quelle solution pour renforcer la mixité et permettre aux femmes d'avoir une plus grande influence ? Alors, parmi ces leviers clairs, des cadres réglementaires parce qu'il faut sans doute un peu de contraintes, mais aussi créer des réseaux, structurer de l'entraide et rendre plus visibles les femmes. Il y a des plateformes qui existent justement pour permettre de mettre en visibilité de belles expertises portées par des femmes pour, par exemple, apporter plus de diversité dans les prises de parole en conférence ou sur les plateaux télé. Le pouvoir fonctionne encore beaucoup par recommandation, par exposition, et puis par confiance entre pairs. Côté entreprise, les leviers ils sont connus, c'est de la transparence dans les promotions, des objectifs aussi chiffrés, un sponsoring peut-être plus actif. On pourra éventuellement parler aussi de discrimination positive et donc une implication du top management. Le cadre réglementaire, lui, il évolue. La loi RIC1, par exemple, qui va mettre l'objectif en 2030 d'avoir 40% de femmes de cadres dirigeantes. Mais si la loi peut venir corriger certains déséquilibres, il est évident qu'elle ne créera pas suffisamment la dynamique nécessaire, qu'elle ne modifiera pas la culture des organisations. Et ça, je pense qu'on l'évoquera beaucoup aujourd'hui, parce qu'on ne corrige pas 50 ans d'entre-soi avec un indicateur annuel. Et alors, qu'est-ce qui peut permettre d'accélérer au-delà des obligations légales ? Alors, ce qui pourrait permettre d'accélérer, sans doute comme une forme d'évidence, c'est que, en fait, la mixité, c'est pas seulement un enjeu d'équité, c'est aussi et sans doute un levier de performance. Une autre étude de McKinsey, 2023, là aussi, nous dit que les entreprises les plus mixtes ont 25% de probabilité de surperformer par rapport à leurs alter ego moins mixtes.
Et puis plus de diversité dans les décisions, dans la compréhension du marché, dans la capacité d'adaptation. Voilà des avantages que pourraient tirer notamment les entreprises de cette quête. Une entreprise non mixte, c'est pas juste injuste, c'est sans doute du coup aussi inefficace. Et ça, il va falloir qu'on commence à le comprendre. Au fond, néanmoins, et pour terminer, je pense que la réflexion la plus intéressante, au-delà d'une dimension organisationnelle, je pense qu'elle est quasi civilisationnelle. Peut-on encore piloter des organisations complexes avec une vision partielle du monde en n'ayant pas de diversité dans les organes de gouvernance et de décision? Voilà le beau sujet de réflexion qui nous attend aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas. On passe à la prochaine séquence. Thomas a posé le cadre. Alors, pour ou contre, chers invités, pour atteindre l'égalité femmes-hommes en entreprise, il faut davantage de contraintes. Sherifa. Contre. Pour. Pour. Je vais essayer de soutenir Sherifa dans sa... Ah, c'est bien. Sherifa. Oui, développer. Oui, comme on l'a rappelé, on a un cadre réglementaire qui est très contraint déjà, hein, donc c'est pas mal. Faut rappeler que les femmes qui sont à l'Assemblée nationale luttent aussi parce qu'elles sont dans l'Assemblée nationale avec une majorité d'hommes. Et lorsqu'on arrive à avoir un petit texte qui est en faveur des femmes, je pense que la sororité doit s'appliquer également de façon à soutenir et ne plus justifier ce qu'il n'y a pas à justifier. C'est-à-dire que pour moi, le cadre réglementaire, c'est la loi. Donc qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit président d'association, qu'on soit président, peu importe, on respecte la loi. Et si on n'est pas d'accord avec la loi, à ce moment-là, on fait du lobbying pour modifier les choses. Mais le cadre réglementaire, il existe. On a vraiment une très belle action en ce moment, en tout cas, et c'est là que je vois un peu cette évolution par rapport à il y a quelques années où on parlait pas du tout de mixité, on parlait pas du tout d'équité homme-femme dans le monde. Moi, je viens du monde patronal, donc j'ai dû beaucoup lutter pour faire accepter tout ça à mes pairs. Et donc, je me dis, par respect pour ceux qui ont œuvré déjà aussi avant nous, déjà appliquons les lois, Appliquons les lois et faisons en sorte qu'elles soient connues, reconnues, avec effectivement tout un tas d'outils qui permettent de sensibiliser, d'informer, etc. Mais quand on est cadre et quand on est en leadership, je regrette, mais la première chose à faire, c'est de faire respecter les lois. Donc effectivement, c'est super, on a des indicateurs, on a mis tout un tas d'outils en place, mais si ça démarre pas de la gouvernance, on n'y arrivera pas. Et dans la gouvernance, il faut qu'elle soit mixte de façon à pouvoir apporter notre vision du monde des femmes dans ce monde très masculin et faire en sorte... Donc moi, je dis contre dans le sens où il nous manque par contre un outil étatique d'évaluation normative. Et ça, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait respecter le cadre réglementaire dans chacune de nos entreprises. Et quand je dis entreprise, je veux parler aussi des associations. Parce qu'en fait, l'entreprise, on confond souvent le monde du CAC 40. Par exemple, on parle des femmes dans le CAC 40. C'est super. Oui. Moi, je suis femme chef d'entreprise, en fait. Moi, je suis femme de patrimoine, en fait. Mon entreprise, c'est mon patrimoine. Donc, il n'y a personne qui milite pour moi pour dire plus de femmes chefs d'entreprise, des femmes de patrimoine, pas des femmes... et j'ai rien contre elles. Mais quand on est salarié d'une grosse entreprise, on reste salarié. On n'est pas femme chef d'entreprise. Donc, moi, je milite pour beaucoup d'actions du monde de l'entrepreneuriat au féminin dans nos réalités de tous les jours. Et je trouve qu'on a quand même beaucoup avancé par militantisme féministe, parce que je ne me cache pas d'être féministe, dans des parcours législatifs très complexes. Et quand on arrive à avoir une loi, il faut la respecter. Et ça, c'est notre première action. Mais je vais compléter du coup, vu que j'étais avec Sherifa, mais c'est marrant parce que c'est sur un angle assez différent finalement. Moi, je ne sais pas si je suis tant féministe que pragmatique et que, au regard de l'état de notre population, et pour la même raison que on veut plus de diversité au sens large du terme, plus de représentation des différentes cultures de notre pays dans les organisations, je pense que c'est surtout le besoin de revoir le logiciel et le mode de pensée de celles et ceux qui décident aujourd'hui très majoritairement dans les organisations. C'est pour ça qu'on peut mettre davantage de contraintes réglementaires. Mais d'ailleurs, on a déjà eu le débat ici sur la diversité au sens large. C'est le même problème, c'est que le cadre réglementaire peut contraindre sur l'accès, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, ou les personnes qui ont des différentes formes de handicap. Le quota, il n'a pas suffi à faire suffisamment progresser le sujet, parce qu'à un moment donné, il faut dépasser ce seul cadre réglementaire. Donc évidemment, il en faut, mais moi je pense qu'il faut surtout qu'on le complète. On pourra le développer ensuite, mais pour vivre des organisations qui ont une vraie mixité globale, au sens global du terme, voire une part des effectifs très féminins dans le cas de certaines structures associatives,
En fait, on voit bien que ce qui fait que ça fonctionne, voire ce qui fait que ça déséquilibre parfois dans le sens inverse, c'est que globalement, tout le monde a bien compris l'intérêt de le faire, l'avantage, la richesse que ça apporte, le fait que tout le monde s'en retrouve grandi. Alors, je partage et je partage pas, mais effectivement, même on va laisser aussi un peu oui, la parole à oui, ceux qui c'est sont pour, clair. parce que Non, là, mais ils c'est attendent. clair. Mais en fait, c'est très compliqué cette question, oui ou non, parce qu'elle nous remet dans un cadre du coup binaire, alors que nous, on dit justement mutualisons ses pour et ses contre pour essayer de trouver quelque chose d'harmonisé et qui va nous permettre de retrouver la paix sans avoir à justifier qu'on est féministe ou à justifier qu'on est homme avec les femmes, etc. Et pour moi, c'est super important et c'est tout l'enjeu de ce mouvement aussi, c'est de dire on fera pas sans les uns et les autres, on fera avec les uns et les autres et à tous les niveaux de la strate, en tout cas en France et à l'international. David et Marie, vous faisiez équipe. Ouais, je vais. Eh ben, écoutez, moi, je vous retrouve un petit peu dans la contrainte réglementaire, en l'occurrence. Moi, je vous dirais je vais y apporter de la nuance. De quelle contrainte on parle? On parle évidemment de la contrainte réglementaire, légale. Là, il n'y a pas de sujet pour moi. L'entreprise, elle est tenue de respecter ses Donc les quotas. Les quotas, dès lors que c'est réglementaire, elle est tenue. Après, je pense que la question, elle se pose autrement. C'est quelle est la responsabilité de l'entreprise dans dans les enjeux sociétaux, dans les enjeux sociaux. Moi, personnellement, je pense que l'entreprise a un rôle très important. Aujourd'hui, 75% de la population active est dans les entreprises. Qu'est-ce que ça dit du rôle de l'entreprise? Moi, je suis convaincu qu'elle a cette responsabilité sociale, sociétale. Dans les grandes entreprises, vous avez de la RSE qui se met en place. Dans les plus petites, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être vraiment pris en compte. Et quand on parle de responsabilité sociétale, on parle aussi nécessairement des enjeux d'égalité femmes-hommes. Donc oui, je pense que l'entreprise devait être contrainte de par ses enjeux et ses responsabilités sociétales. Et après, je pense que par la contrainte, alors c'est dommage peut-être d'en arriver là, mais je pense que la contrainte est un moyen d'amener toutes les parties prenantes de l'entreprise vers le sujet. Après, la contrainte ne suffit pas, selon moi. Une fois qu'on a parlé de la contrainte, on peut tout à fait contraindre sans créer de l'adhésion après. Je pense que la contrainte est une porte d'entrée. Ensuite, il faut travailler la culture de l'entreprise. Il faut travailler effectivement l'implication du management. Il faut travailler à savoir quels sont les critères de performance que l'on met sur le sujet. Et c'est, à mon avis, sur ces bases-là qu'on va pouvoir vraiment créer du changement au sein des entreprises. Marie. Oui, merci pour toutes vos réflexions qui me nourrissent aussi. Il ne s'agit pas effectivement de matraquer les entreprises qui ont déjà énormément apporté. Hein, c'est absolument pas le sujet, ni les organisations, etc. Mais par contre, on avance vers la mixité et on se rend compte que sans contrainte, ça ne bouge pas. Là, on parlait des lois Rixin pour les COMEX, des lois Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Ça concerne que le haut du panier des entreprises, c'est-à-dire que toutes les autres ne sont pas concernées, c'est-à-dire l'immense majorité quand même. Et on se rend compte que là, ça ne bouge pas. Et que sans les lois, ça ne bouge pas. Et les quotas, franchement... C'est-à-dire que ça a déplacé le problème vers des niveaux inférieurs de décision. Alors déjà, au niveau management intermédiaire, effectivement, ça ne bouge pas. Ça ne ruisselle pas, comme on dit dans le jargon. Et dans les autres entreprises, c'est-à-dire de moins de 1000 salariés ou qui ne sont pas au CAC 40, ça n'évolue pas non plus. Et les quotas, moi, je suis entièrement d'accord, c'est super humiliant. Imaginez si on devait faire l'inverse, en fait. Si on devait mettre des quotas pour les hommes, pour qu'on décide, oui, il y a des hommes, vous avez le droit d'être autour de la table et de décider. On a besoin de vous tout autant que les femmes. C'est hyper humiliant. Par contre, ça fonctionne. Dès qu'on met des quotas quelque part, ça fonctionne. Et Chérifa a soulevé un point très important, c'est la question du contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des lois. Il faut qu'elles soient appliquées. Il faut qu'elles soient respectées. Et on le sait très bien, tout ce qui a été mis en place. Il y a plein de moyens de contourner. Les entreprises se privent pas pour contourner. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi, puisque comme l'a rappelé Thomas justement, c'est au bénéfice de l'entreprise, en fait, la mixité. C'est du bon sens d'avoir de la mixité. McKinsey le disait, tu as rappelé quelques chiffres, mais au niveau mondial, s'il y avait une réelle égalité, il y aurait 28 000 milliards d'euros de PIB supplémentaires dans le monde. C'est Schema qui a étudié les entreprises du CAC 40, les 10 plus mixtes et les 10 moins mixtes sur 10 ans. Les plus mixtes ont 240% de croissance, les moins mixtes, 43%. Enfin, qui peut se priver de ça? Et même en sachant ça, on a encore
un tiers des organisations du CAC 40 qui comptent aucune femme dans les postes stratégiques. Donc, ça passe par la volonté du dirigeant, de la dirigeante. C'est comme ça qu'ensuite, on arrive à transformer les choses. Donc, la contrainte pour y arriver. C'est pour ça que je rebondis sur la partie gouvernance. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve grâce à la sensibilisation, la communication, l'information, puis la prise de conscience aussi individuelle, que c'est quand même pas normal, en fait, qu'on soit obligé de s'imposer dans un monde qui nous devrait être ouvert en tant que femmes. La gouvernance, dans tous les référentiels de compétences, ISO, normative, etc. On a des indicateurs et on revient sur des chiffres. Moi, je voudrais remettre l'humain en fait au cœur du dispositif, c'est-à-dire pas se battre pour avoir des chiffres, mais pour avoir des réalités opérationnelles au sein de nos organisations. Donc moi, instinctivement, en tant que femme chef d'entreprise, je porte la voix des femmes chefs d'entreprise et j'ai pas peur du monde masculin dans lequel les gouvernances à des très hauts niveaux d'organisation patronale me ressemblent pas du tout, ni en termes de genre, ni en termes de culture, ni en termes de diversité. Donc en fait, j'ai vraiment un problème par rapport à ça. Et tu parlais, pardon, je te tutoie, mais on a dit qu'on pouvait. Tu parlais de la gouvernance, mais à quelle strate ? Si c'est pour convaincre des DRH, etc., ils sont déjà convaincus. Il faut aller aujourd'hui convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, mais c'est ça qui n'est pas normal. Pour moi, en termes de réflexion et en termes de pensée, je ne devrais pas aller convaincre de l'utilité du bien fondé. Alors aujourd'hui, on a des chiffres, on a des indicateurs, on a des études, on a des chercheurs qui planchent là-dessus, on a plein de... En fait, on a de quoi caler tous les meubles de France. On a plein d'études sur tous ces sujets-là. Alors, qu'est-ce qui bloque ? C'est malheureusement de la combativité sur la gouvernance, parce que la gouvernance, si elle ne décide pas, une entreprise qui ne décide pas au plus haut niveau, elle ne fera pas évoluer les choses. Donc, elle peut faire du cinéma, un peu de pub, un peu de com, sortir un peu 3-4 goodies ou je ne sais pas quoi, mais dans les faits, il faut transformer les modèles systémiques. Il faut retransformer cette vision. Et ça, je te rejoins, ça ne peut être que partagé si on a la possibilité du débat et la bienveillance en fait du débat. C'est-à-dire qu'on ne revient pas dans un combat, mais qu'on revient dans une plénitude de dire on peut se parler ensemble et on peut essayer d'avoir une vision croisée qui va augmenter notre performance économique. Mais susciter l'adhésion. Il faut tout. Je pense qu'il faut tout. Pour reprendre sur la loi Rixin par exemple, en fait on va avoir un problème. C'est que dès lors qu'on a établi le fait qu'il faut atteindre 40% de représentation de femmes dans les COMEX, il faut que derrière, toutes les strates de l'organisation se mettent en mouvement, puisque pour accéder au COMEX, il faut passer par des échelons de management intermédiaires, par exemple, comme le dit Marie. Donc, de fait, on risque d'avoir un problème d'identification de profils à potentiel, de futurs leaders au sens féminin du terme, qui pourront accéder au COMEX. Et c'est pour ça qu'on en reparlera plus dans le retour terrain, mais nous, désormais, on vise parité dans toutes les instances de gouvernance, du CSE, au CODIR, au COMEX, au conseil d'administration. Sinon, en fait, on n'y arrivera pas. Oui, c'est tout à fait logique. Et en plus, on parlait de performance économique, mais ça a des répercussions dans absolument tous les domaines de l'entreprise. C'est vraiment du mieux vivre ensemble, du mieux-être pour les salariés, c'est plus de collaboration, c'est moins d'accidents du travail, c'est moins d'erreurs dans les produits, moins d'erreurs dans les décisions. Enfin, c'est vraiment sur tous les pans de la société. C'est pour ça que plus d'attractivité aussi. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi naturellement, on n'y va pas. Mais comme on n'y va pas naturellement, oui, il faut des contraintes. Et pour dézoomer un petit peu, Thomas l'évoquait, on parle souvent du plafond de verre pour expliquer les inégalités de carrière. Mais est-ce que le problème ne commence pas aussi bien avant, dès les premiers choix, l'orientation à l'école, l'autocensure dans les parcours des jeunes filles ? Est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement originel, quoi ? Même avant la naissance, on a des attentes, quand le bébé est encore dans le ventre, on a des attentes différentes pour les petites filles et les petits garçons. Donc en fait, les biais et l'inconscient collectif... Ah oui, à quel moment ce système commence à se gripper, quoi ? C'est partout, tout le temps. C'est les médias, c'est les films, c'est les livres, c'est les publicités, c'est tout ce qui fait, tout ce qui est autour de nous, en fait. Les biais sont hyper présents. Qui nous conditionnent. Et faut savoir que c'est un quotidien, c'est vraiment au quotidien qu'il faut travailler là-dessus et sensibiliser, parce que quand on sensibilise, c'est comme ça qu'on est responsabilisé et qu'on peut agir différemment. Non, c'est moi. Je suis absolument d'accord. Il faut savoir que les biais et les stéréotypes du genre se construisent très tôt. On a nos enfants, enfin, à 3-4 ans, et les stéréotypes sont déjà inscrits. Donc ça commence
très 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 tôt et ça s'inscrit Notamment toujours le sujet plus, des filles et des sciences. complètement, exactement. Moi, je vous raconte une anecdote, mais j'ai voulu être pompier à 18 ans. Je suis née à Nanterre et donc j'ai été instinctivement dans la caserne à côté. Et pendant des mois et des mois, j'allais voir les pompiers de la caserne de Nanterre en leur disant je veux être pompier, au travers de la grille, hein, bien sûr, je veux être pompier. Et ils se moquaient tous en fait. Ils étaient là, mais on prendra jamais de femmes chez les sapeurs-pompiers, n'importe quoi. Donc en fait, j'étais devenue un peu la mascotte qui arrivait tous les mois pour dire bah si, je veux être pompier, je veux être pompier. Et un jour, j'ai un adjudant qui a dû se dire mais la pauvre fille, elle va vraiment venir nous voir tous les mois. Et il m'a dit ben, en fait, allez voir à côté dans le département à côté, dans les Yvelines, et il paraît qu'ils prennent des femmes. Et donc, j'ai été à 19 ans pompier volontaire à la caserne du Vésinet, où là, on m'a dit, oula, alors déjà, il faut prendre des femmes, mais en plus, t'es d'origine arabe, c'est un peu compliqué. Ça, j'avais 18 ans. Donc, bon, je suis encore très jeune, mais ça veut dire que, effectivement, ces histoires de biais, etc., ça veut dire que pour nous, il y a aussi un enjeu où, en fait, on cumule. On parle d'intersectionnalité, hein, mais c'est une réalité qui fait que c'est pas bienveillant, en fait. C'est pas, on nous dit pas venez, c'est normal, etc. Et c'est pour ça que je suis plutôt dans la lutte, on va dire, même si je me suis assagie depuis quelques années, mais de dire ce n'est pas normal qu'on soit obligé de lutter pour intégrer. Donc ça revient à ce que vous disiez sur la partie culturelle dès la petite enfance, bien sûr que ça a aussi un axe stratégique, c'est-à-dire que si on se pose pas la question instinctivement de se dire bah si moi j'ai envie, pourquoi je devrais lutter dans un système très patriarcal, hein, pour le coup, les pompiers, c'est pas normal. Donc il faut aussi que le système soit bienveillant. Il faut que le système soit accueillant. Il faut que, et c'est pas un truc de bisounours, hein, c'est juste de dire que si on veut que nos enfants, ils n'aient pas à subir ce que nous on a subi dans ces contraintes d'évolution de carrière, d'évolution, etc. Il faut aussi que le système éducatif travaille sur la mixité depuis le début et qu'on ne se dise pas je dois faire ce métier parce que ceci ou ce métier parce que cela. Je fais ce métier parce que je suis passionnée, parce que j'ai envie. Voilà. Les stéréotypes de genre qui se construisent très très tôt, évidemment, ça a des incidences sur toute l'évolution de carrière ensuite. Typiquement, une femme va s'auto-censurer parce que on lui a appris consciemment ou non que tel ou tel secteur n'est pas fait pour elle, qu'elle n'est pas assez efficace dans tel secteur, etc. Là et vice versa. D'ailleurs, des hommes vont se dire ça, ne sont pas des métiers pour moi parce que c'est plus identifié femme. Et donc du coup, ça a des répercussions très concrètes sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution des femmes, sur des rôles de management, etc. Jusqu'au plus haut niveau, les plus hauts niveaux qui créent vraiment le changement. Donc on a un gros sujet culturel très profond et du coup je pense que pour l'adresser, pour revenir à notre sujet, ça doit passer par la contrainte si on veut aller plus vite. Et en préparant cette émission, Marie, vous me disiez qu'on est plutôt dans une phase de recul sur ces sujets-là, pour être oui, pessimiste. L'arrivée de Trump a vraiment ouvert les vannes, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins de culpabilité à reculer sur la mixité et sur les droits des femmes. On voit dans les grandes entreprises, les réseaux féminins qui vont être transformés en réseaux mixtes, par exemple, parce qu'on a plus de mal à avoir des espaces que pour les femmes. C'est toujours compliqué d'avoir des espaces que pour les femmes. On a toujours l'impression que quelque part, ça va être contre les hommes. Donc, on va transformer ça. C'est bien d'avoir des temps mixtes. Et oui, on rétropédale des temps femmes. Il y a beaucoup moins de financement. Toutes les organisations qui agissent pour les femmes et la mixité, c'est extrêmement dur. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets. On n'a jamais eu autant de pénurie, de volonté, de moyens financiers sur nos organisations qui agissent pour les femmes et pour la mixité. Enfin, on est toutes concernées. Et par contre, ça me fait vraiment du bien de voir émerger de plus en plus d'hommes qui prennent la parole sur ce sujet-là. C'est indispensable. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'hommes comme vous deux qui prennent la parole, parce que dès qu'un homme parle de mixité ou d'égalité, il est immédiatement crédible. Moi, je dois aligner plein de chiffres. Alors, Thomas l'a fait, mais il aurait pu en parler sans. Il est immédiatement crédible et en plus, tout le monde a envie de les soutenir. Enfin, vraiment, quand vous prenez la parole en tant qu'homme, parfois, c'est presque même perçu comme des héros, enfin des personnes qui défendent les femmes et la mixité. Vrai, raison, Marie. Alors que nous, on va passer pour des femmes qui elle nous embête celle-là avec son sujet de mixité, alors que c'est indispensable pour nos sociétés. Donc, j'encourage vraiment les hommes à continuer à prendre cette parole et à être de plus en plus nombreux parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Et de moins en moins
Enfin, vous, à votre échelle d'homme, Moi, je dirais porter pas. cet engagement sur le terrain, vous le Je sentez? dirais pas de moins en moins. Et j'ai même envie, alors c'est peut-être mon côté optimiste, je ne sais pas, mais j'ai même envie de penser qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont peut-être silencieux, mais qu'il y en a. Et que quand même, la société quand Pourquoi, même par évolue peur sur les d'être sujets. maladroit, de mal faire? Intéressant parce que, alors, déjà parce que c'est de l'investissement quand même, d'amener sa parole sur l'espace public. Il y a un vrai investissement en temps déjà. Il y a un investissement, c'est peut-être coûteux en termes de je vais être jugé par mes pairs, d'autres hommes typiquement, etc. Donc c'est pas facile de sortir publiquement en y associant voilà des convictions personnelles, ça, c'est sûr. Mais par contre, je pense vraiment que ça évolue doucement, mais sûrement. Vraiment. Alix, comme beaucoup d'autres sujets qu'on a traités ici, finalement, oui, de la contrainte réglementaire pour mettre tout le monde à un niveau d'égalité dans la mise en œuvre de politiques de mixité. Mais je pense qu'on se trompe de combat si on démarque sur des niveaux COMEX, parce qu'il faut créer toutes les passerelles avant pour y arriver. Bien sûr. Ça, on l'a déjà dit. Par contre, pour qu'on puisse faire avancer ce sujet, comme d'autres, il faut beaucoup de pragmatisme. Et tout à l'heure, Marie disait 28 000 milliards de PIB en plus. Alors, on se rend peut-être même pas compte tellement l'échelle est gigantesque. Énorme. Mais avec ce genre d'éléments, on a la voie royale pour expliquer à quel point c'est juste une évidence et qu'il est temps d'y aller. Mais c'est pareil pour l'entrepreneuriat des femmes. Exactement. McKinsey disait s'il y avait autant de femmes entrepreneuses en France que d'entrepreneurs hommes, il y aurait 145 milliards d'euros des valeurs économiques supplémentaires en France. Alors on cherche de l'argent partout. L'entrepreneuriat des femmes n'est pas du tout soutenu dans notre pays. Et je pense que c'est pas une question d'argent. L'argent, il y en a, mais c'est une question de mentalité. On parle de priorité, exactement. C'est pour le coup en France, qu'est-ce qu'on veut réellement pour notre PIB en fait. C'est encore une fois les indicateurs de performance dans le PIB, elles sont que en faveur de l'argent, pas des gens en fait, et aujourd'hui on parle de durabilité. Donc il y a des pays qui intègrent cette durabilité vraiment comme une priorité politique, de façon à ce que on soit conscient que c'est grâce aux femmes et aux hommes, et en protégeant la biodiversité, en protégeant l'environnement et en protégeant la paix dans le monde, etc., qu'on arrivera à avoir des performances économiques à l'heure où tout le monde est en train de dire oui, il y a des enjeux géopolitiques, oui, il y a une guerre économique qui est en route, oui, est-ce qu'on se réveille en France ou pas sur ces enjeux et comment on protège notre patrimoine et notre matrimoine. Et je pense qu'il faut qu'on change notre culture en fait à tous les niveaux, et effectivement c'est pas que ceux qui sont sur le terrain, c'est aussi les décideurs, et qu'on arrive à se dire avançons quoi. Moi j'y crois au fait, quand j'ai rencontré Marie, il nous a fallu 3 minutes pour se dire même pas. Il y a eu un coup de cœur, mais vraiment, quand elle m'a dit on arrête de travailler, je me suis dit mais c'est ça. En fait, on n'arrête pas. On va en parler. Mais c'est ça qu'il faut Sujet faire. sensible, on va parler du. Ah ouais, Oui. ça c'est chouette. On passe tout de suite au retour terrain. Et place désormais au retour de terrain. Marie, vous portez le mouvement, donc World with Women, je le disais en introduction, qui appelle à une mobilisation mondiale autour du 13 octobre, avec l'idée d'un arrêt de travail et des activités domestiques des femmes dans plusieurs pays. Pourquoi ce choix d'un acte collectif ? En fait, on s'est inspiré de ce qui s'est passé en Islande en 1975. À l'époque, ce n'était pas du tout un pays égalitaire. Il n'y avait que 5% de femmes députées. Les femmes gagnaient seulement 60% de la rémunération des hommes, donc on partait de loin. Sauf que les femmes ont dit stop, et pendant une journée, elles ont tout arrêté. 90% des Islandaises ont tout arrêté au travail et à la maison, de consommer aussi, et sont allées dans la rue. Et le pays a été entièrement bloqué. Il n'y avait plus de crèches, plus d'écoles, même plus de liaisons téléphoniques, puisqu'il n'y avait plus de standardistes, plus de liaisons aériennes. Les speakerines à la télé ont été remplacées par les hommes. Enfin, tout était absolument bloqué. Et les hommes ont appelé ça le jour le plus long. Les enfants ont mangé des bonbons et des saucisses toute la journée. Il y a eu une pénurie de saucisses ce jour-là. Et en fait, ça a été radical. Parce que depuis ce jour-là... Mais quel impact ça a eu finalement ? Il y a eu des mesures qui ont été prises en faveur de l'égalité. 5 ans plus tard, était élue la première femme chef d'État au monde. Et c'est depuis le pays le plus égalitaire au monde. C'est aussi l'un des pays où les habitants sont les plus heureux et l'environnement le plus protégé, puisque tout ça
est lié. Le bonheur, la paix, l'environnement et l'égalité. Et donc là, on voit bien on l'a évoqué rapidement, mais on est dans un moment de recul sur la mixité. En tout cas, ça ne fait plus du tout partie des priorités, alors qu'on a tellement encore à faire. Si je donne quelques chiffres, aujourd'hui, 89% des chefs d'État sont des hommes, 94% des dirigeants de grandes entreprises sont des hommes, 98% des banques sont dirigées par des hommes. Visiblement, d'asséner ces chiffres, ça ne fonctionne plus ou pas. Non, en fait, on a l'habitude, alors que si c'était l'inverse, on serait toutes et tous dans la rue pour demander la mixité. S'il y avait 98% de femmes au pouvoir, on se dit mais c'est pas possible, en fait, il faut de la mixité. Et là, en fait, ça nous choque pas, comme si c'était normal. Oui. Et puis surtout, c'est délétère pour l'état du monde, parce que ça veut dire que sans mixité, il y a forcément des angles morts, il y a forcément une absence de lucidité, et qu'on décide des priorités qui ne sont pas bonnes pour les enjeux globaux de l'humanité. Et on voit bien qu'on va dans le mur aujourd'hui. Et la mixité, ce socle de l'humanité, ça permet justement de tout transformer. On a parlé tout à l'heure de ce que ça a transformé dans les entreprises, mais au niveau mondial et global, ça va transformer notre rapport à la paix. On sait que plus il y a de mixité, plus les accords de paix sont signés rapidement, plus la paix dure longtemps, mieux les pays se reconstruisent. Et pourtant, la guerre est à nos portes. Et 90% des négociations de paix se déroulent sans aucune femme. 0. C'est pareil pour l'environnement. On sait que c'est le critère le plus déterminant qui est de la mixité pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, il n'y a que des miettes de financement qui vont aux associations qui font ce lien entre les femmes et l'environnement. Et je peux aller vraiment dans tous les domaines, dans l'inclusion, dans le mieux vivre ensemble, dans tout, dans les violences, contre les violences. La mixité est le meilleur rempart contre les violences. Parce qu'il y a 0 tolérance pour le sexisme, parce qu'il y a plus de prévention, parce qu'il y a plus de protection. Donc, c'est complètement indécent ce qu'on vit aujourd'hui, cette absence de mixité. Le bon sens voudrait qu'on ait de la mixité. Et donc, on se dit comment faire pour faire advenir la mixité maintenant, parce que selon l'ONU, c'est prévu dans 300 ans, donc autant dire que ça va être très compliqué. Et en plus, c'est en train de reculer. Le moyen le plus efficace, c'est ce qui s'est passé en Islande. Ça a été radical, ça a tout transformé au bénéfice des femmes, des hommes, des enfants, de tout le monde, de toute la société. Et à chaque fois que ça a été fait dans des territoires dans le monde, parce que ça a eu lieu aussi en Amérique du Sud, sur le continent africain, en Espagne en 2018, il y a eu 5 millions d'Espagnols dans la rue contre les violences. Depuis, le gouvernement a entamé vraiment énormément de changements pour lutter contre les violences. Donc on sait que c'est efficace, on ne l'a jamais fait au niveau mondial. Donc le 13 octobre, le mouvement World with Women, qui est collégial, il n'y a pas de président, pas de présidente, on appelle toutes les femmes qui le peuvent, parce qu'on est bien conscient que certaines ne peuvent pas, mais celles qui le peuvent, on a cette responsabilité-là, finalement, d'arrêter au travail, à la maison, de poser un jour de congé. Comme en Islande, c'était comme ça que ça s'était réalisé, de poser un jour de congé. Si on ne le peut pas, évidemment, il y a d'autres choses. Je pense aux certaines entreprises qui ne peuvent pas s'arrêter, ou dans la santé, ça peut être porter un badge, ça peut être relayé sur les réseaux sociaux. Enfin, chacun s'empare du mouvement pour dire oui, il faut de la mixité maintenant, comme il le veut. Chacun s'en empare comme il le veut. Mais c'est plus on sera nombreuses et nombreux ce jour-là qu'on y arrivera. Et bien sûr, soutenu par les hommes engagés. Enfin, c'est pas les femmes contre les hommes, c'est ensemble. Donc c'est un mouvement qui est joyeux, qui est fédérateur. C'est une première édition, le 13 octobre. Et le but, c'est de porter des mesures pour que la mixité advienne vraiment, en fait. On ne peut plus continuer comme ça. Chérifa, vous en serez, vous pensez? Oui, bien sûr, parce que juste quand on en a parlé avec Marie, pour moi, le flash, ça a été effectivement faire la démonstration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des démonstrations par des chiffres. Aujourd'hui, on va faire des démonstrations par des actes. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et c'est surtout que moi, je viens des territoires ultramarins. Donc, j'étais en Nouvelle-Calédonie. On est au milieu d'une guerre sino-américaine. On est au milieu de ces enjeux environnementaux, sociaux, sociétaux, etc. Et je souhaite regrouper les territoires ultramarins, parce que la France, ce n'est pas que la France hexagonale, et ce n'est pas que Paris, où tout se décide et où on reste des fois un peu dans l'entre-soi, malheureusement. Les enjeux de mixité, j'imagine. Exactement. Et en fait, on a des territoires, grâce à nos territoires ultramarins, on couvre l'ensemble du monde. Grâce à nos océans, on couvre l'ensemble de la planète. Et on a tendance à oublier que nos ultramarins vivent déjà ces enjeux. On est déjà les pieds dans l'eau. On est déjà dans des climats qui sont déréglés et on est déjà en train d'essayer de trouver des initiatives pour l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance énergétique, etc. En fait, on n'est pas en train d'inventer. On est en train de dire c'est notre réalité du quotidien. Et bien sûr que je me suis dit oui, le truc c'est ça, c'est de montrer le poids de notre absence.
c'est de montrer le poids de notre absence dans un système qui nous ne laisse pas la parole, en fait, qui nous laisse pas agir. Et j'ai été présidente d'une ONG, Mots et Mots de femmes. On a fait la marche mondiale de la marche mondiale des femmes. Je l'ai faite à Fidji. On a initié avec Bali, avec le Brésil, etc., des mouvements de femmes pour dire stop aux guerres. Stop, laissez-nous des bouts de terrain pour qu'on puisse cultiver, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de terre. Il y a beaucoup de femmes qu'on leur pique leur terre et elles peuvent même plus alimenter leur famille, etc. Donc il y a un vrai enjeu mondial sur cette question de mixité et bien sûr que moi, ma fonction, on va dire, c'est de lever les territoires ultramarins pour dire vous n'êtes pas tout seul et on est là et on continuera. Mais je suis persuadée que c'est en arrêtant, en sortant du game, une journée, voilà, ça ne nous coûte pas grand-chose, une journée qu'on verra le poids réel de la mixité. En fait, c'est pour être enfin entendu, pardon David, c'est pour être enfin entendu, pour enfin compter et que la mixité soit une des priorités, qu'on se rende compte que la société en a vraiment besoin. Ça part de France, les Islandaises historiques sont avec nous, il y a des comités qui commencent à se monter dans d'autres pays, c'est le début du mouvement, mais on n'a plus le choix en vrai si on veut changer la trajectoire du monde. Il faut penser et agir différemment et c'est en s'appuyant sur la mixité. Et David, comment Men with Women va pouvoir contribuer ? Je pense qu'il est absolument essentiel de bien comprendre, et notamment pour les hommes, qu'il ne s'agit pas d'un combat féminin porté par les femmes et qui s'adresse aux femmes. Il s'agit vraiment, pour moi, et pour le collectif d'hommes que nous sommes, pour Men with Women, qui est la ramification de voilà. Il faut absolument comprendre que c'est un combat collectif qui nous concerne nous aussi les hommes, c'est un sujet de société qui nous concerne directement nous les hommes à bien des égards. Et je pense que... Qu'est-ce que vous attendez justement, quel rôle peuvent avoir les hommes? Alors nous sur la journée spécifiquement sur la journée du 13 octobre, ce qu'on attend de nous et ce qu'il faut absolument que nous fassions, c'est être un relais, un vrai relais pour permettre justement cette mobilisation, pour libérer les femmes de leurs contraintes régulières, ce que la société leur assène comme tâche et comme charge. À nous de la prendre. On nous le demande une journée. Alors, soyons bien d'accord, on ne parle pas juste de décaler quelques tâches par ici, par là, et puis de les laisser s'accumuler. Non, c'est prendre pleinement la charge qui incombe habituellement aux femmes pour laisser la liberté de mobilisation pour cette journée-là. Donc ça c'est ce qu'il faut qu'on fasse absolument, nous les hommes, pour la journée du 13 octobre. Alors attention, il faut aussi relayer l'information, bien sûr, aux femmes et aux hommes de nos entourages. Et voilà, donc ça c'est ce qu'on veut vraiment porter pour la journée du 13 octobre. Et plus globalement, il faut vraiment comprendre, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le cœur de mon message, il faut bien que les hommes comprennent que c'est finalement une opportunité pour les hommes de porter ce sujet aussi avec les femmes. Il faut comprendre que nous avons une position privilégiée dans la société et se servir de notre position privilégiée au service de la cause, au service des femmes. Mais pourquoi c'était fondamental de créer votre propre espace d'engagement à vous les hommes et pas de finalement avoir tout été sous la casquette de Women with World? Selon moi, il ne faut pas le voir comme une initiative parallèle. C'est une initiative. C'est à l'intérieur. Voilà, c'est complètement à l'intérieur, c'est complètement complémentaire. Le sujet, c'est il y a aussi des hommes, faire bien comprendre qu'il y a aussi des hommes qui portent ces sujets-là, que les autres hommes qui veulent, qui ont cette bonne volonté, ils sont absolument, ils seront représentés aussi. Et si ça peut permettre de faciliter leur adhésion c'est peut-être moins intimidant pour un homme d'adhérer à Men with Women. Alors, encore une fois, je me répète, c'est important. C'est une ramification, bien sûr. C'est absolument une ramification. Mais absolument, si ça peut permettre de s'identifier, de s'identifier à d'autres hommes qui participent dans cette action, avec plaisir. En fait, on est très structuré déjà, alors que c'est très récent. On est des centaines de bénévoles sans un centime, pour montrer qu'il y a vraiment un engouement et qu'on a envie d'y aller. C'est vraiment l'union, c'est pas un mouvement de plus, c'est l'union des actions et des organisations existantes.
forte. Et au sein du mouvement, du coup, on a des groupes Men with Women, enfin un groupe Men with Women pour vraiment montrer que les hommes, ça les concerne tout autant et qu'ils sont tout autant engagés pour la mixité. On a un groupe sur le sport pour fédérer tout ce qui est fédération sportive, grandes sportives et grands sportifs, sur les universités pour fédérer tout le système éducatif, sur les médias, donc on a énormément de journalistes, sur tout ce qui est relations presse, sur kids, des enfants aussi, parce que pour garder les enfants des publics prioritaires, familles monoparentales en situation de handicap ou santé, pompiers, etc. Donc là, les hommes prendront le relais aussi auprès de ces familles-là. Donc on a énormément de parpans de la société et les hommes font partie de cette structure. Il y a cette opération coup de poing en quelque sorte, et l'histoire islandaise que j'ai découvert à travers cette initiative est frappante. Je vais essayer de le ramener à l'échelle de l'entreprise ou des organisations, puisque cette opération est très certainement nécessaire en l'état actuel de notre société. Un cadre réglementaire qui met certaines contraintes, on l'a déjà évoqué, est forcément nécessaire aussi. Maintenant, pour vivre le sujet de l'intérieur, et dans une organisation, je pense à Norcis, là on est 700 personnes tout de même, et dans un secteur d'activité qui lui est très largement représenté par des hommes, puisque le numérique c'est dans les cursus universitaires probablement 80% d'hommes. Nous, dans nos effectifs, on est à 28% de femmes aujourd'hui. Il nous avait déjà fallu un petit peu de temps pour équilibrer les grilles de salaire et être sûr qu'à compétences égales, il y ait les mêmes niveaux de rémunération. Le CV anonyme au début des années 2000 nous a aussi permis, que ce soit pour la place des femmes comme pour la place d'une plus grande diversité, de corriger davantage le tir, de corriger des biais sociétaux que l'on subit aussi, nous, du coup, à notre niveau. On hérite, par exemple, de jeunes profils qualifiés qui sont plus majoritairement masculins. Il faut mettre des dispositifs. Et pour le coup, et pour compléter le propos sur l'évolution de la culture de l'organisation, on a eu des initiatives multiples ces dernières années. Une récente, c'est un collectif de femmes qui monte Girl Power. Donc l'idée, c'est de créer des moments de pédagogie qui sont absolument pas qu'à destination des femmes, ils sont surtout d'ailleurs à destination des hommes, pour expliquer que la réalité des femmes parfois est différente et que leur engagement dans le projet d'entreprise, leurs compétences, etc., ne sont pas inférieures. Simplement, elles sont confrontées à des réalités que nous ne connaissons pas. Il y a un groupe qui réfléchit sur l'impact des cycles menstruels et comment on adapte le temps de travail en fonction de ça. Et ça, nous, on le vit pas. Toutes ces phases d'inactivité professionnelle pour faire la plus belle chose sur Terre, c'est-à-dire créer la vie. Ça, les hommes, on le vit pas. Et les conséquences qu'il y a avant, qu'il y a après, etc. Et si on travaille pas ça collectivement, et si on prend pas conscience des impacts que ça a et des nécessaires gestes, justement, on créera pas les ponts pour que des formations jusqu'à l'accès au travail, jusqu'à la montée en compétences et l'accès à des postes à responsabilité, les passerelles n'existeront pas suffisamment pour soutenir cette ambition. Il faut cette forme d'accompagnement qu'évoque Thomas. Mais c'est absolument nécessaire en fait, parce qu'il y a une phase de transition, on le sait, pour aller chercher des femmes, notamment dans les entreprises, il faut plus de temps, il faut les convaincre davantage, parce qu'en fait, quand on a très peu de rôle modèle en face, c'est difficile de se projeter. Aujourd'hui, dans les personnalités les plus médiatisées dans notre catégorie, patron business, c'est 1% de femmes médiatisées. Donc comment se dire oui, c'est possible, c'est pour moi. Donc oui, ça prend plus de temps, c'est pour ça que les parcours sont nécessaires, mais aussi le changement de l'organisation. Norcis est une organisation particulièrement bienveillante, je veux dire, mais changer la culture est absolument essentiel, et Chérifa l'a mentionné tout à l'heure. Donc plus de collaboratifs, moins de descendants, pas de réunion après 17h30, un congé deuxième parent digne de ce nom, parce que le jour où il y aura un vrai congé deuxième parent, ça changera tout au sein du foyer, mais au sein de l'entreprise aussi, ça sera tout aussi compliqué de promouvoir ou de recruter un homme qu'une femme. Et comme dans les pays du Nord, on voit que ça a des effets extrêmement bénéfiques pour la promotion des femmes dans l'entreprise, mais aussi au sein du foyer, parce que ça a moins de biais chez les enfants, et les hommes s'emparent tout autant de l'expertise et de la légitimité des tâches domestiques et parentales. Aujourd'hui, si on regarde les tâches domestiques et parentales, pour montrer à quel point le poids du monde repose encore massivement sur les femmes, et les enjeux clés, c'est-à-dire les enjeux vitaux pour notre espèce, qui est tout ce qui est soins aux enfants, bébés, malades, personnes âgées, l'alimentation et l'eau potable. Si on regarde, moi j'ai calculé ça à la louche, mais en me basant sur les chiffres de l'INSEE, sur une vie active, entre un homme et une femme, en France, il y a 12 ans d'écart. Dans le monde, il y a 17 ans d'écart. Ça veut dire 12 ans de carrière en moins pour les femmes, de rémunération, d'entrepreneuriat, et d'ailleurs, s'agissant de loisirs. Vos déclics respectifs, David, vous m'avez dit que c'était en étant
aidant auprès de votre maman que vous avez eu le déclic finalement Ouais, sur cet enjeu de mixité, même à l'échelle de l'entreprise. ouais, absolument. Alors ça c'est effectivement c'est l'histoire qui m'a conduit vers la sensibilisation à ces enjeux-là. Alors oui, j'ai été aidant et aidant, on en apprend beaucoup sur la vulnérabilité, pardon, en étant un homme. Et donc ça pose les questions des charges invisibles. Et en ce quoi, dont oui, on est-ce que parlait. ça éclaire même votre approche des inégalités dans le monde professionnel? Typiquement, il y a deux liens, moi, que je fais très concrets entre les sujets d'aidance et les sujets d'égalité femmes-hommes. Le premier, c'est que globalement, les aidants sont majoritairement des aidantes. On a aujourd'hui presque plus de 60% des aidants qui sont des femmes. C'est un chiffre qui augmente quand les pathologies sont lourdes. Très concrètement, quand vous avez un enfant handicapé, c'est souvent la maman qui va s'arrêter. Ça, c'est la société qui fait ça. Il y a aussi un enjeu on parlait d'égalité salariale tout à l'heure. Malheureusement, c'est documenté, les salaires sont moins élevés chez une femme que chez un homme. Quand il y a un sujet type pathologie lourde, que ce soit d'un enfant ou que ce soit d'un parent, c'est le salaire le plus petit qu'on va sacrifier. C'est la femme qui va s'arrêter. Avec, du coup, les enjeux sur le long terme de rémunération, notamment de retraite bien moindre chez les femmes que chez les hommes, etc. Donc ça, c'est le premier lien. Et puis le deuxième lien, c'est le lien de la charge invisible. Celle qui souvent est pas assez traitée dans les entreprises, mais quand on est aidant, on porte une charge énorme que l'on porte aussi quand on est une femme. On a tous entendu parler de charge mentale, même les hommes en ont entendu parler sans toujours bien comprendre. C'est une réalité, c'est puissant, c'est pénalisant complètement. Et je pense vous appelez ça la charge invisible? Ce sont des charges invisibles, ce sont des charges mentales. Mais pourquoi invisibles? Parce que, comme son nom l'indique, on ne les voit pas, on ne les considère pas assez, clairement. Quand je voulais parler juste des pardon. 12 ans pour les femmes en moins, ça veut dire aussi 12 ans pour les hommes de liens en moins avec leurs proches et d'expérience de ces sujets-là en moins. Absolument. Donc en fait, tout le monde y perd. On a vraiment intérêt à avoir de la mixité C'est partout, vertueux. au travail et à la maison. Absolument. Et c'est là que je voulais en venir, c'est que pour moi, avoir vécu ça, il faut vraiment comprendre, j'insiste sur ce point, c'est une opportunité pour les hommes. Parce que en rééquilibrant un petit peu cette balance déséquilibrée aujourd'hui, on recrée du lien chez soi, dans la sphère personnelle, dans la sphère intime, avec ses enfants, avec ses parents. On crée des relations de long terme, encore une fois, dans ces relations privées, typiquement. Là, dans un monde où les relations sont mises à mal de plus en plus, ça, c'est dans la sphère privée. Dans la sphère entreprise, ça pose aussi la question de quel collaborateur homme on veut être, quel manager homme on veut être. Est-ce qu'on veut être un manager qui suscite l'adhésion par le statut, par l'autorité, ou est-ce qu'on veut susciter l'adhésion plus long terme par la compréhension fine et la compréhension fine de ces enjeux et l'adhésion sincère de ses collaborateurs. Voilà, je pense que la question d'opportunité pour les hommes de se saisir de ce sujet-là, elle est extrêmement importante parce que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à amener les hommes vers ces sujets-là. Et Chérifa qui veut parler. Oui, non, mais c'est super parce que vraiment, on est au cœur de toutes les petites actions qu'on peut faire à tous les niveaux, bien sûr, entreprise. Et effectivement, je rebondis, c'est-à-dire qu'on ne voit pas non plus, parce qu'on parle de visibilité des hommes, mais on parle très peu des visibilités des entreprises qui sont déjà engagées sur ces sujets-là, parce que, en fait, c'est pas un sujet ailleurs de l'entreprise, c'est un sujet de société, c'est un sujet qui est global. Donc on peut avoir une sensibilité, une prise de conscience, etc. Mais si elle n'est pas collaborative, globale, on n'y arrive pas. Et ensuite, il faut qu'on travaille sur les politiques féminines. C'est-à-dire que c'est sympa de dire aux femmes, super, on vous laisse un peu plus de place, etc. Mais si je dois encore trouver une crèche à proximité de mon lieu de travail, si il n'y a pas de crèche d'entreprise, ou s'il n'y a pas, enfin bref, tout ce qui m'empêche en fait d'avancer, on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on parle de politique féminine, c'est-à-dire que l'État, les collectivités, les régions, etc., doivent être elles aussi bienveillantes, de façon à ce qu'on puisse s'épanouir. Quand j'étais pompier, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un enfant. Pardon, mais j'avais très envie d'avoir un enfant. Et ben, ça m'a fait une rupture de carrière, ça m'a fait une rupture dans ma retraite, ça m'a fait une rupture dans beaucoup de choses. Et si on dit pourquoi les femmes, elles y vont pas, parce qu'en fait, on va culpabiliser les femmes. Mais non, on y est déjà.
On y est, c'est juste qu'on est là en fait, on est vraiment là et on est présente, sauf que l'environnement global n'est pas bienveillant pour nous permettre, en fait, on n'a pas à faire aujourd'hui le choix entre une maternité et une carrière. On n'a pas à faire le choix entre finir à 22h parce que, etc. Moi, je pilotais une organisation patronale. Ce sont mes assistants qui ont gardé mon fils pendant les réunions jusqu'à 22h. J'avais aucun homme qui se posait la question de savoir si il devait rentrer pour aller chercher. Donc, on a un vrai sujet de société, je pense, et effectivement, et merci, messieurs, de transmettre toutes ces informations. C'est un sujet de société. Je vais juste donner les actions pour World with Women. Très, très rapide. Donc, c'est pour tout ça que World with Women appelle toutes les femmes le 13 octobre à s'arrêter. Les hommes, vous prenez le relais. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux. World with Women, le monde avec les femmes. Et à très vite, du coup. Merci beaucoup. On passe au pari d'avenir. Et on termine avec le pari d'avenir, un moment pour découvrir une initiative, un outil, une actualité qui vous inspire. Et Chérifa, on commence avec vous. Eh bien, moi, ce qui m'inspire, c'est, comme je suis de la région Pacifique, c'est la Nouvelle-Zélande qui a mis dans son budget d'État une ligne budgétaire réservée spécifiquement à tout ce qui est le monde du vivant. Voilà, donc j'aimerais un jour que dans notre PIB, on réfléchisse le PIB différemment et qu'on remette l'humain et la nature et la biodiversité au sein de nos priorités. Une ligne budgétaire au niveau de l'État en France, puisque la France est quand même le pilier des droits humains, c'est de créer un vrai ministère avec une ligne budgétaire spécifique à la préservation de la biodiversité dont l'humain fait partie. Merci beaucoup, Chérifa. David. Ben écoutez, moi, alors, je vais vous parler peut-être de plusieurs initiatives rapidement, mais déjà, ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est des initiatives portées par des hommes. On en a déjà parlé. Je pense notamment à Men at Work, qui est un programme de transformation d'entreprise qui implique les hommes et qui les met au travail sur les questions et les enjeux d'égalité femmes-hommes. Une autre initiative qui s'appelle Remixed, qui est un organisme de formation certifié Calliope, un organisme de formation digitale qui aussi travaille sur les enjeux et sensibilise sur les enjeux d'égalité et d'inclusion. Et puis, je voudrais peut-être sensibiliser aux formats que sont les fresques. Je pense à deux. La fresque de l'équité, qui est un format extrêmement ludique pour amener les équipes vers ces sujets. C'est pas du tout polémique, c'est complètement informationnel. En quoi est-ce que ça consiste brièvement Alors la fresque de l'équité, c'est alors le format des fresques, c'est un atelier ludique qui est proposé en entreprise avec typiquement un jeu de cartes qui vous propose des chiffres, des constats sociétaux sourcés et qui ont vocation à informer, sensibiliser et de façon ludique. De façon ludique et ensuite proposer un passage à l'action. Une fois qu'on est sensibilisé sur ces questions, comment on passe à l'action? Vous avez sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui la fresque de l'équité typiquement. Je pense peut-être en complément, moi je l'ai découverte en tout cas récemment et donc du coup je suis content de la mettre en avant, à la fresque des réseaux sociaux qui est finalement assez complémentaire avec le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai appris notamment que les réseaux sociaux participent au clivage qui se renforce entre les femmes et les hommes. Donc c'est de la prévention autour des effets des réseaux sociaux. Absolument, notamment. Et voilà, donc vraiment, je vous invite à découvrir un petit peu toutes ces initiatives, ces formats. La formule fresque. Absolument, complètement. Marie. Moi, j'adore tout ce que vous avez dit, Chérifa et David, et ce qu'a impulsé Yacine Darderne en Nouvelle-Zélande, vraiment en mettant le PIB, qui est finalement obsolète quand on voit les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, et en mettant au cœur le vivant, le bien-être, la santé, l'éducation. On devrait toutes et tous s'en inspirer, donc merci de l'avoir rappelé, Chérifa. Avec plaisir. Moi, mon initiative, c'est le festival unique qui est organisé par Diversity Days, qui est présidé par Anthony Babkin, qui fait partie de World with Women. Et ce festival, ça montre vraiment toute la richesse de la vie. À chaque fois qu'on y va, il y a plusieurs milliers de personnes. Ça se passera le 12 septembre à la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Et c'est pile un mois avant le lancement de World with Women. Et donc, ce sont des entrepreneuses Non, Diversity Days, c'est vraiment le festival unique. C'est vraiment
représenter toute la société sous toute sa diversité, sous toutes ses formes, et montrer à quel point on a besoin de s'appuyer sur tout le monde et pas d'avancer seulement avec une seule partie de l'humanité, avec des expériences de vie similaires, mais au contraire de s'appuyer sur toute la richesse de notre société. Donc diversité, c'est le mot diversité, et de montrer que chacun et chacune compte. C'est un festival vraiment magique, on sort de là en ayant l'impression que tout est possible et que l'espoir d'être ensemble et d'avancer ensemble est à nos portes. Merci Marie, ça donne envie. Thomas? Alors, je vais prendre un angle un peu différent, puisque c'est pas tant mon combat du quotidien comme nos invités, que la conviction que ça apporte beaucoup de richesse, notamment pour l'entreprise. Et c'est pas un hasard, je pense, si le cadre réglementaire évolue, on l'a évoqué, si des normes ou des standards, par exemple de certification comme B Corp, se saisissent davantage de cette question aussi dans la façon d'évaluer la performance des entreprises. Pour ce qui est du pari d'avenir, le mien sera de dire que à l'avenir, de nombreuses organisations s'appuieront sur des binômes pour les piloter, sur des co-directions, des binômes mixtes entre une femme et un homme qui, ensemble, piloteront, développeront, dirigeront les organisations, qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Et cette conviction-là, elle vient du fait que moi, je le vis chez Norcis. J'ai la chance d'avoir ce binôme avec ma directrice générale Mathilde Dury, avec qui on discute énormément de nos périmètres décisionnels respectifs, mais pour prendre des décisions qui nous semblent plus justes et éclairées. Je le vis parce que la B Corp en France est coprésidée avec ma coprésidente Camilla Garcia. Et je pense aussi à d'autres organisations comme Mouvement Impact France, qui aujourd'hui s'appuie sur un binôme de coprésidents. Le Centre des jeunes dirigeants qui s'appuie aussi sur ce dispositif-là. Je pense que c'est pas un hasard et que ça apporte énormément de clairvoyance dans la façon de prendre les décisions. Et parce que je pense que le leadership un peu hégémonique d'une figure tutélaire masculine est un petit peu has-been. Et en plus, c'est très à risque, parce que si cette personne fait défaut, comment on fait ensuite pour poursuivre le pilotage d'organisation? Voilà le pari d'avenir. Ce sont des binômes qui co-dirigeront les organisations. Merci Thomas. Et Marie, je crois que vous en aviez un deuxième. En fait, je trouvais ça génial que vous mettiez ça en avant, Thomas, parce que c'est exactement ce qui se passe dans les sociétés égalitaires. Chaque pan, parce qu'il y en a qui ont survécu depuis le néolithique, et chaque pan de la société, donc économique, culturelle, dans tous les pans, à chaque fois, c'est représenté à égalité par un homme et par une femme. C'est porté par un homme et par une femme, et c'est comme ça que les décisions sont les plus lucides possibles. Donc, merci d'avoir porté ça, Thomas. Et vous aviez un deuxième pari d'avenir, il me semble. J'en ai plein. On n'a pas fini, mais c'est vraiment toutes les organisations qui agissent pour qu'il y ait davantage de mixité, parce que pour moi, c'est l'enjeu le plus crucial aujourd'hui, qu'on puisse s'appuyer sur toute l'intelligence du monde et sur toutes les forces vives du monde. Donc, je pensais notamment à La puissance du lien d'Elisabeth Moreno, au Cercle Interrel de Catherine Ladouce, vraiment toutes ces organisations qui agissent et qui sont sous-financées par rapport à ce qu'elles changent au sein des sociétés. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci à Marie Eloa, membre de la gouvernance collégiale de l'association World with Women, présidente de l'association Femmes des Territoires. Merci à Chérifa Benyoub-Linossier, présidente d'Océanique Influence et Stratégie. Et merci à vous, David Camara, membre de l'association World with Women. Thomas, on se dit à dans 2 semaines. Comme d'habitude. À très bientôt sur Be Smart for Change.